Mes parents ont séché ma remise de diplôme du MIT pour assister aux fiançailles de ma sœur, pour finalement réaliser plus tard que c'était le jour où je les avais rayés de ma vie. 5 ans plus tard, le monde était différent. Ou peut-être que je l'étais enfin. Ce matin-là, j'ai remonté une robe bleu marine que je n'aimais même pas et je me suis regardée dans le miroir de l'hôtel. Je m'appelle Alec Quinn. J'ai 29 ans. Et si vous pensez savoir comment ça se termine, restez connectés. Le faire-part disait « famille seulement ». J'ai ri en le recevant. Famille ? Le même mot qui signifiait autrefois obligation, devenu une cicatrice enfin guérie. Mais le mariage de ma cousine était quelque chose que je ne pouvais pas éviter. Surtout pas quand ma tante m'avait appelé en pleurs. S'il te plaît, allez, ce serait tellement important si tu venais. Alors, je suis venue pour elle, pas pour eux. En entrant dans la salle de bal, les rires et le parfum m'ont envahi comme de l'électricité statique. Les flûtes de champagne ont trinqué. Les flashs des appareils photo ont étincelé. Et quelque part au milieu, je les ai aperçus. Mes parents étaient toujours impeccables, toujours en train de faire semblant. Les cheveux de papa étaient plus gris, les perles de maman plus éclatantes. Ma sœur se tenait à côté d'eux, un diamant neuf à son doigt, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ils ne m'avaient pas remarqué au début. C'était presque paisible, à l'autre bout de la pièce, constatant à quel point leur monde était devenu petit. Une performance tenue par le déni. Puis maman se retourna. Son regard croisa le mien et se figea d'incrédulité. Allez. Ses lèvres se serrèrent silencieusement. J'ai hoché la tête une fois. Pas de salut, pas de sourire, juste une reconnaissance. De l'autre côté de la salle de bal, le rire de mon père s'estompa. La main de ma sœur se serra plus fort autour de sa flûte de champagne. 5 ans de silence se sont condensés en un battement de cœur électrique. Je ne suis pas allée les voir. Je suis restée immobile. Le fantôme qu'ils avaient créé l'a enfin revu. Et de cette distance, j'ai compris la vérité. Ils n'avaient pas séché ma remise de diplôme. Ils avaient sacrifié ma vie. La salle de bal sentait les roses et l'argent anciens, chers, répétés et douloureusement familiers. Le mariage de ma cousine était d'une perfection telle que ma mère l'avait toujours désirée. Robe coordonnée, assiette bordée d'or et conversation polie pour paraître naturelle. Je suis restée au fond, une flûte d'eau pétillante à la main, invisible comme toujours. 5 ans plus tôt, j'étais sur une autre scène, mon diplôme du MIT à la main, tandis que d'autres parents hurlaient de fierté. Le mien n'est jamais venu. Ils étaient trop occupés à poser pour les photos de fiançailles avec ma sœur, l'enfant chéri. Ce jour-là, j'ai bloqué leur numéro. Pas d'au revoir, pas de drame, juste le silence. Maintenant, le silence était rompu par la voix joyeuse de ma tante. Allez, tu as réussi, dit-elle en me serrant dans ses bras, parfumée de parfum et de nostalgie. Ta mère espérait te voir. Vraiment, demandai-je doucement. Elle a eu des regrets, dit-elle, le regard rivé vers la table d'honneur. Ma mère était assise là, le dos droit, le visage figé. Mon père se pencha pour murmurer quelque chose, et ma sœur, toujours rayonnante, toujours adorée, rit trop fort. Il n'avait pas changé. L'air autour d'eux était toujours tourné vers la performance. Je me suis excusée et suis allée sur la terrasse. L'air de la nuit était froid, mais sincère. J'ai sorti mon téléphone, les autres planant au-dessus d'un vieux fil de discussion intitulé « Famille ». Vide. Aucun message depuis le jour où je les avais supprimés. Derrière moi, j'ai entendu des pas à lait. La voix de mon père. Plus âgée, plus rauque, presque humaine. Je me suis retournée lentement. 5 ans, ai-je dit. C'est le temps qu'il t'a fallu pour le remarquer. Il a dégluti difficilement. On pensait que tu avais besoin d'espace. Non, ai-je répondu doucement. Tu avais besoin d'attention. Tu ne pouvais tout simplement pas la partager. La musique montait en moi, étouffée par les portes vitrées. Et pour la première fois, je ne me sentais pas comme la fille oubliée. J'avais l'impression d'être celle qui avait finalement quitté la scène. Il se tenait là, maladroitement, les mains enfoncées dans les poches, la même posture qu'il adoptait lorsque la culpabilité s'insinuait.
Ta mère voulait te tendre la main, a-t-il dit, mais elle ne savait pas comment. J'ai incliné la tête. Vous avez tous les deux réussi à organiser une fête de fiançailles complète le jour même de ma remise de diplôme du MIT. Je suis sûre que la communication n'est pas le problème. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. On ne s'était pas rendu compte à quel point ça t'avait blessé. J'ai laissé échapper un rire discret. Tu ne t'en étais pas rendu compte parce que tu n'avais pas regardé, car sa bague comptait plus que mon diplôme. L'espace d'un instant, il m'a paru plus petit, comme l'homme qui construisait des projets scientifiques avec moi dans le garage avant que l'image ne ravale la sincérité. Tu as raison, murmura-t-il. On t'a laissé tomber. Derrière la vitre, ma sœur apparut, radieuse dans sa robe champagne. Le genre de beauté qui lui avait toujours valu des applaudissements sans effort. Papa, appela-t-elle en s'avançant sur la terrasse. Puis elle se figea. Oh, son ton devint neutre. Tu es venu. J'étais invitée, dis-je. Elle sourit faiblement. Par erreur, je suppose. Papa soupira. Les filles, s'il vous plaît, pas ce soir. Je me tournai vers elle. Tu as l'air heureuse. Je le suis, dit-elle, bien que ses yeux trahissent l'épuisement. Tu travailles toujours à Boston? Je dirige ma propre entreprise maintenant, répondis-je. Conseil en intelligence artificielle. Son sourire s'est estompé. Oh. Le silence s'est installé comme un brouillard. Elle regarda papa implorer son secours, mais il n'avait plus rien à lui offrir. Je m'approchai, d'une voix basse mais assurée. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas venu gâcher ta soirée parfaite. Je suis juste venu te rendre ce que tu as laissé. Je sortis l'enveloppe scellée que j'avais apportée depuis des années, fermée, attendant ce moment. Son visage pâlit. C'est quoi cette conclusion? Demandai-je en la lui déposant dans la main. L'enveloppe tremblait dans sa main. Je l'avais scellée 5 ans plus tôt, le soir où j'ai emballé mon diplôme, j'ai quitté Boston et je me suis promis de ne plus jamais l'expliquer. Mais je l'avais gardée, attendant ce moment. Qu'est-ce qu'il y a dedans? A-t-elle demandé prudemment. Le discours que je devais prononcer à la remise des diplômes, ai-je dit. Celui que tu as dit à maman était une perte de temps comparé à ton toast de fiançailles. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, la culpabilité vacillant un instant avant que la fierté ne l'étouffe. Allez, c'était il y a des années. Et je me souviens encore de chaque mot. J'ai interrompu ma voix calmement. J'ai écrit sur la résilience, sur la famille, sur le fait de croire en les gens même quand ils ne croient pas en soi. Tu aurais dû entendre les applaudissements. Papa a détourné le regard, les yeux brillants dans la faible lumière de la terrasse. Pourquoi apporter ça maintenant? A murmuré ma sœur. Parce que tu n'as jamais demandé ce que tu avais manqué. Et j'avais besoin que tu saches que j'ai réussi sans tes acclamations. Derrière la vitre, la réception de mariage continuait. Musique, rire, l'illusion de l'amour. Maman est apparue soudain à la porte, ses perles accrochant la lumière. Allez, a-t-elle dit, essoufflée. Ta tante a dit que tu étais là. On devrait parler. Je crois que tu en as assez dit, répondis-je doucement. Tu n'as juste pas réalisé ce que ça te coûtait. Elle me prit le bras. Ne fais pas de scène. Je souris faiblement. J'avais arrêté de jouer il y a 5 ans. Son emprise s'est relâchée, comme toujours quand je refusais de jouer mon rôle. Je me tournai vers la salle de bal où les lumières scintillaient sur des lustres en cristal. Profitez du spectacle, dis-je doucement. Je pars tôt cette fois. Je sortis dans la nuit froide, mes talons résonnant sur le sol en marbre, chaque pas me rappelant que la liberté n'a rien à voir avec des applaudissements. Dehors, le parking brillait sous des guirlandes lumineuses, des rires humides filant à travers les portes vitrées derrière moi. Je m'appuyai contre ma voiture, l'air frais de la nuit contre ma peau, et expirai enfin. 5 ans de distance, et pourtant la douleur revenait. Je pensais l'avoir dépassée, mais il y a quelque chose de cruel dans la proximité. Comme un simple regard peut vous replonger dans de vieilles blessures. Mon téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. Tu n'avais pas besoin de l'humilier. C'est ta sœur. Je n'avais pas besoin de deviner. C'était maman. J'ai regardé le message, le pouce survolant l'écran avant de répondre.
Tu m'as humilié en premier. J'ai juste arrêté de participer. J'ai glissé mon téléphone dans ma pochette et levé les yeux vers les étoiles. Elle me rappelait cette nuit à Cambridge, debout sur le toit du MIT avec mes camarades de classe, tandis que la ville brillait en contrebas. Toutes les familles étaient là, les appareils photo flashaient, les parents pleuraient, tout le monde sauf le mien. Ce soir-là, j'étais retournée à ma résidence, j'avais écrit « Félicitations, tu as réussi toute seule » sur un post-it, et je l'avais épinglé au-dessus de mon bureau. Il y est resté des années. Une voix a interrompu mes pensées. Allez, c'était ma cousine Maya, la mariée. Je t'ai vu partir. Tu vas bien? J'ai hoché la tête. J'avais juste besoin d'air. Je suis contente que tu sois venue, a-t-elle dit doucement. Il devrait l'être aussi. Elle m'a serré dans ses bras, simple et honnête, avant de rentrer. Pour la première fois de la soirée, j'ai souri, non pas parce que j'avais gagné n'importe quoi, mais parce que quelqu'un m'a vu sans condition. La musique de salon a redoublé derrière moi. Je n'allais pas rentrer. Certaines portes, autrefois fermées, n'ont pas besoin d'être rouvertes. Le lendemain matin, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Appels manqués, messages vocaux, maman, papa, même ma sœur, tout s'accumulait comme les échos d'un passé que j'avais dépassé. J'ai fait du café et je l'ai laissé jouer sur haut-parleur pendant que j'arrosais les plantes de mon appartement. Maman, d'abord, tu as embarrassé ta famille, allez. Est-ce que tu comprends seulement ce que tu as fait? Papa ensuite. Tu aurais pu gérer ça en privé. Tu as fait pleurer ta mère. Et puis ma sœur, d'une voix douce mais venimeuse. Tu as toujours eu besoin d'attention. Félicitations. Tu l'as. J'ai éteint le téléphone. Les plantes se fichaient de savoir qui avait séché ma remise de diplôme. Elles avaient juste besoin de soleil et d'eau. Des choses simples et constantes que ma famille ne m'offrait jamais. Plus tard dans l'après-midi, mon assistante au cabinet, Kali, a jeté un coup d'œil dans mon bureau. Allez, l'email de presse concernant ton IA projet. Voulez-vous que je vous le transmette? Appuyez sur « Email ». Elle hocha la tête. Une demande d'article. Le MIT Alumni Network souhaite mettre en avant votre travail. Ils ont dit avoir essayé de contacter votre famille pour obtenir des commentaires, mais sans réponse. L'ironie était poétique. Ils n'avaient pas célébré ma réussite à l'époque, mais maintenant le monde le voulait. Envoyez-le, ai-je dit en souriant. Ce soir-là, j'ai rédigé la déclaration moi-même. À chaque étudiant dont les réalisations ont été accueillies par le silence. Construisez quand même. Certains applaudissements arrivent tard. D'autres jamais. Mais votre travail est toujours valable. Lors de sa publication 2 jours plus tard, le titre était « Une diplômée du MIT devenue PDG inspire avec son message sur les filles invisibles ». Les commentaires ont afflué. Des femmes du monde entier ont partagé des histoires de négligence, de sous-estimation, d'invisibilité. Et pour la première fois, mon nom n'était pas associé à la douleur. Il était associé à un but. Quelque part, je savais que mes parents le lisaient aussi. Et le silence, autrefois ma punition, était enfin devenu le leur. L'article est devenu viral du jour au lendemain. Dès lundi, ma boîte mail débordait de messages. Des messages de femmes qui disaient « J'ai ressenti ça ». Des professeurs du MIT m'ont contacté. D'anciens camarades de classe ont commenté la publication et des investisseurs ont mentionné l'article lors de réunions. Ce n'était pas de la célébrité, mais une validation durement acquise. Mais avec les félicitations, un autre courriel est arrivé. L'objet disait « Vos parents m'ont contacté ». Il venait du journaliste qui avait écrit l'article. Je me suis figée en lisant le message à 2 reprises. Il demandait une correction. La note disait « Ils ont affirmé soutenir votre démarche et que votre citation avait été sortie de son contexte. » J'ai ri sous cape. Bien sûr qu'ils l'ont fait. La honte publique était le seul langage qu'ils comprenaient. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait à l'horizon, j'étais assise sur le balcon de mon appartement, mon ordinateur portable ouvert, et je rédigeais une autre réponse. Ni colère, ni amertume, juste la vérité. L'histoire est vraie.
Le silence s'est installé. La leçon demeure. L'amour qui exige la performance n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Le journaliste a répondu en quelques minutes. Compris. Vos mots tiennent. Le lendemain matin, la mise à jour de l'article est redevenue tendance. Alec Quinn répond avec une grâce tranquille. Mon nom était sous l'expression « grâce tranquille ». 2 mots que personne dans ma famille n'avait jamais prononcés pour moi. Un message est arrivé cette nuit-là d'un numéro inconnu. Nous n'avons réalisé ce que nous avions perdu que lorsque le monde entier vous a vu. Maman. Je l'ai regardé un long moment avant de le supprimer sans répondre, car elle avait raison. Ils ont enfin compris ce qu'ils avaient perdu. Mais je n'étais plus la fille dont ils se souvenaient. J'étais la femme qu'ils avaient contribué à créer en ne se présentant jamais. Et c'était leur héritage, pas le mien. Quelques mois plus tard, j'étais dans les coulisses d'une conférence du MIT, sur le même campus que j'avais autrefois. Je traversais la salle, seule, vêtue d'une toge et d'une casquette. L'auditorium était rempli d'étudiantes, d'anciennes élèves et d'enseignantes. J'étais l'oratrice principale pour le programme « Femmes et Innovation ». Lorsqu'elles m'ont présentée, les applaudissements ont été tonitruants, résonnant sur les murs qui m'avaient autrefois maintenue silencieuse. J'ai pris une grande inspiration et suis entrée dans la lumière. Je pensais que réussir signifiait être vue. J'ai commencé. Mais parfois, ceux qui auraient dû vous voir en premier ne le font jamais, alors on se construit son propre miroir. La salle était silencieuse, à l'écoute, vraiment à l'écoute. Je leur ai parlé d'échecs, de résilience et de l'étrange liberté que l'on acquiert lorsqu'on cesse de courir après ceux qui n'aiment que la version de soi qui les sert. Je n'ai pas nommé mes parents, mais tout le monde dans l'auditoire savait exactement de qui je parlais. Après cela, les étudiantes ont fait la queue pour me rencontrer, cahier à la main, CV et espoir à la main. Une fille, les mains tremblantes, a murmuré « Mes parents regrettent aussi ma remise de diplôme. Merci de me faire sentir moins invisible. » J'ai souri et j'ai dit « Vous n'êtes pas invisible. Vous attendez juste de vous retrouver sous votre propre lumière. » Plus tard, une fois le hall vide, j'ai traversé la cour du campus. Le même vent qui avait autrefois porté mes larmes apportait maintenant la paix. Mon téléphone a vibré de nouveau. Un autre message de maman. On est en ville. On peut te voir ? J'ai regardé l'écran lumineux un instant, puis j'ai éteint le téléphone. Certaines histoires n'ont pas besoin de suite. Au lieu de cela, j'ai levé les yeux vers la plaque de bronze au mur, gravée de mon nom sous « Ancien élève distingué ». J'ai touché le métal froid et murmuré « Ça te manque aussi ». Et tandis que le soleil couchant baissait sur le campus, j'ai réalisé que leur absence avait été le prix de ma transformation.